La péninsule gaspésienne. Seuls quelques endroits à travers le monde offrent une variété de paysages et de panoramas splendides similaires. Forêts montagneuses et mers peuvent être aperçues dans une même vue. Lacs, rivières et cours d'eau moussants, se précipitant sur un lit de roches et de galets à travers des vallées étroites. La péninsule s'étend au nord-est de la ville de Québec, bordée au nord par l'immense ruban coulant du fleuve Saint-Laurent et au sud par le golfe du Saint-Laurent. C'est la route côtière 132 de Gaspé qui attire le plus de visiteurs, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. C'est un trajet enchanteur, à travers de petits villages de pêcheurs aux couleurs vives. Passant devant des phares historiques qui s'accrochent au littoral, alors que les montagnes spectaculaires plongent à pic dans la mer en contrebas. Cela représente l'un des voyages routiers emblématiques du Canada, le long de ce qui est sans doute la route côtière la plus pittoresque d'Amérique du Nord. Rimouski est la dernière ville sur la route 132 avant d'entrer dans la péninsule de Gaspé. Avec une population de plus de 48 000 habitants, Rimouski marie histoire, tradition maritime et économie moderne, le tout agrémenté d'une gamme d'attractions touristiques et d'un riche mélange de paysages. Il n'est donc pas surprenant que cette métropole régionale abrite le seul sous-marin au Canada ouvert au public. Le sous-marin Onondaga a servi dans les forces maritimes avant d'être désarmé en l'an 2000, puis finalement remorqué de Halifax à Rimouski. Ce parcours, du service actif au statut de musée, n'a pas été sans péripéties, le navire ayant failli être vendu comme ferraille. Sauvé en 2006, puis ouvert en 2008, les visiteurs peuvent maintenant vivre une journée dans la vie d'un sous-marinier à bord de l'Onondaga. Le bruit était énorme, la chaleur insoutenable. On vivait dans un espace confiné, avec un air réutilisé. Et très rapidement, les vêtements, l'air, la peau, tout sentait le diesel, l'odeur de cuisine, l'odeur des hommes. C'était très, très facile de reconnaître un sous-marinier qui sortait à quai. Ce n'était pas un marin comme les autres. Son odeur le trahissait. Ce musée sous-marin se trouve plus précisément au site historique maritime de la Pointe-au-Père, un faubourg appartenant à la ville de Rimouski. Ici, dans ce lieu magnifique sur le bord de la mer, nous vous parlons de l'histoire maritime de la région, bien sûr, mais aussi du Canada et même de l'Amérique du Nord, puisque, avec le naufrage de l'Empress of Ireland, nous allons traiter de la grande époque de l'émigration de l'Europe vers l'Amérique du Nord au début du 20e siècle. Situé ici, à Pointe-au-Père, se trouvait l'un des principaux centres canadiens d'assistance à la navigation, équipé d'une station de pilotage ainsi que de son premier phare. La station de pilotage de Pointe-au-Père a été étroitement impliquée dans le sauvetage des survivants de la tragédie maritime la plus dévastatrice de l'histoire du Canada, le naufrage du paquebot Empress of Ireland. Ce navire, qui a coulé au large de Pointe-au-Père le 29 mai 1914, lors d'une nuit brumeuse, a fait 1012 victimes. Il s'agit d'une tragédie presque de l'ampleur du Titanic, mais oubliée de l'histoire. Le musée, ouvert ici en mémoire de cet événement tragique, retrace l'histoire de ce bateau à vapeur. De nombreuses pièces provenant du navire ou des objets ayant appartenu aux passagers ont été remontés à la surface à la suite d'expéditions de plongée. De plus, les témoignages des passagers et de leurs descendants vous donnent l'impression d'être véritablement à bord de l'Empress of Ireland. Matane est une ville merveilleuse où l'on trouve d'excellentes crevettes et des couchers de soleil incroyables. Avec plus de 15 000 résidents, elle se présente comme le principal pôle industriel de la péninsule gaspésienne. La ville est renommée par son port dynamique, son usine de transformation de crevettes et son ferry indispensable pour rejoindre la côte nord. Un tableau très charmant s'offre à l'œil du touriste sur la route de la ville de Matane.
À gauche, un phare se dresse sur le vaste étendue du large Saint-Laurent. La célèbre route 132 est communément reconnue comme le chemin des phares, ajoutant une touche d'intrigue à sa renommée. Tout le long de la route, on l'appelle d'ailleurs la route des phares. La réponse est très simple. Quand les Britanniques ont pris possession du Canada, ils croyaient que maintenant ils avaient accès à tout le continent à partir de la côte est américaine. Ils pouvaient naviguer toute l'année. Alors, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 10 ans après la conquête, les Américains leur interdiraient les ports et leur déclareraient la guerre. C'était la guerre d'indépendance américaine. Les Anglais étaient bien heureux d'avoir le Saint-Laurent pour pouvoir entrer dans leur continent. Mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher en bateau. C'était en cargaison de n'importe quoi. Il y a des bateaux qui ont été coulés, là, qui ont coulé dans les tempêtes, dans les glaces. Alors, ils ont dit, on a un système, on va construire des phares. Ils ont construit des phares. Ils ont même transporté de la pierre et de la brique d'Europe, d'Angleterre, d'Écosse. Ils ont transporté ça pour construire des phares à certains endroits. Jadis gardien de la mer et témoin de l'histoire du fleuve, le phare et la maison du gardien ont désormais embrassé de nouvelles vocations, en tant que musée maritime et bureau touristique régional. Le petit musée ici raconte des origines, donc à partir des fondations de Matane jusqu'à aujourd'hui, en différents artefacts qui proviennent de différentes époques. L'histoire de Matane, du point de vue de la navigation, du point de vue de la pêche, et également du point de vue des premiers occupants, c'est-à-dire les Amérindiens. La rivière Matane, longue de 101 km, est bien connue sous le nom de rivière-école, car c'est un bon endroit pour apprendre à pêcher. C'est la seule rivière de la province de Québec où l'on peut pêcher le saumon même au centre de la ville. Ici, vous découvrirez l'histoire de la rivière Matane, célèbre pour ses eaux pures et la faune abondante qui l'habite, en faisant un sanctuaire pour les amateurs de plein air. Les touristes qui venaient à Matane, c'était ceux qui venaient pour la chasse à l'orignal, parce que c'est l'endroit au Québec où il y a le plus grand nombre d'orignaux au kilomètre carré, et ceux qui venaient à la pêche au saumon, parce que la pêche au saumon donne très fort l'été. C'est une rivière où l'accès est libre, les gens viennent, ils prennent un permis, puis ils y vont, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut y aller, contrairement à d'autres rivières qui sont très contingentées, etc. Construit dans un but économique pour diriger les bûches en aval, le barrage Mathieu d'Amour est le dernier obstacle avant que la rivière Matane ne se jette dans le Saint-Laurent. Une passe migratoire a été aménagée au barrage pour que les saumons puissent suivre leur route aquatique. Chaque année, des milliers de saumons remontent le courant de la rivière Matane en utilisant cette passe. La structure comprend un espace d'observation permettant aux visiteurs et aux spécialistes d'observer la migration. La ville de Cap-Chat est perchée sur les rives du golfe du Saint-Laurent, offrant un mélange spectaculaire de beauté naturelle et de vie urbaine pittoresque. Avec ses falaises escarpées, ses vastes plages et ses forêts luxuriantes, il n'est pas étonnant que Cap-Chat ait mérité sa réputation de bijou caché du Québec. Le village est situé près d'une magnifique plage de sable, baignée par les vagues d'une baie très jolie et arrondie, et la baignade, le bateau et autres sports nautiques constituent les divertissements d'une petite colonie de vacanciers qui y passent l'été. Tout comme ses établissements voisins dans la péninsule de la Gaspésie, Cap-Chat se vante fièrement d'une rivière, élégamment encaissée et partageant le nom distingué de la ville. La rivière Cap-Chat est une voie navigable qui a joué un rôle crucial dans la formation du paysage et dans la vie de ceux qui appellent cette région leur foyer. Grâce à son eau sereine et transparente, la rivière Cap-Chat est devenue l'une des meilleures rivières de pêche au saumon de la région. Les pêcheurs à la ligne et les kayakistes aiment également la rivière. Ici, tout le monde peut facilement apprendre les bases du kayak.
Mais Cap-Chat ne se résume pas seulement à ses montagnes, ses rivages et ses vagues. C'est aussi à propos des gens. Avec un riche patrimoine québécois, cette ville affiche ses racines avec passion. On voit en Gaspésie qu'il y a beaucoup de couleurs. Si on regarde les maisons extérieures, dans le temps, les gens, un peinturaient sa maison jaune, l'autre la peinturait verte, l'autre la peinturait rouge, il y a même violet, puis toutes ces couleurs-là vraiment qu'on retrouve en Gaspésie. Puis les gens pensent que c'est par mauvais goût, ou bien que ça a été fait couleur de pauvre, je sais pas trop quoi. Non, quand les pêcheurs partaient au large, puis ils s'en allaient. Quand ils revenaient de la pêche, ils s'enlignaient sur la Maison Bleue. Ils disaient « ça, c'est chez nous, je m'en vais chez nous ». Les gens, ils retournaient à bon port par les couleurs de leur maison, surtout sur les capes. C'est pour ça qu'en Gaspésie, c'est ça, tu as toutes sortes de couleurs. Maintenant, les couleurs sont devenues plus folkloriques. Témoin de l'histoire de la rivière, le seul but restant pour l'ancien phare est maintenant de surveiller l'endroit où le Saint-Laurent se mêle à l'océan Atlantique, une scène unique offerte par l'un des plus grands estuaires du monde. Le phare actuel, achevé en 1909, fait partie des premiers phares construits au Canada en béton armé et est aujourd'hui devenu une attraction touristique. Nichée entre la mer et les montagnes, la ville de Cap-Chat se trouve sur la trajectoire du vent, tout comme les navires des premiers explorateurs du Nouveau Monde. Le parc éolien Le Nordais, érigé en 1998, a été le premier de son genre à être construit dans la province de Québec et est l'un des plus grands des Amériques. Dominant le paysage, à 110 mètres de hauteur, se trouve Éole, la plus haute éolienne à axe vertical au monde. Un symbole de modernité au milieu de la nature sauvage. Abritée dans une magnifique crique, la ville de Sainte-Anne-des-Monts est un site géographique emblématique où l'estuaire du Saint-Laurent se transforme en l'imposant golfe du Saint-Laurent. Sainte-Anne-des-Monts est bénie par la nature avec un paysage unique, faisant partie des Appalaches, la plus ancienne chaîne de montagnes en Amérique du Nord. Ici, les visiteurs entrent dans un paysage où les montagnes servent de toile de fond, aux splendides paysages de champs, de rivières, de mers, de vallées et de ruisseaux qui descendent vers le fleuve Saint-Laurent. Une attraction incontournable de la région est certainement le parc aquarium Exploramé. Ici, en fait, on est un centre, nous, d'interprétation. On est un musée sur les sciences marines du Saint-Laurent parce que, comme vous pourrez le constater, on a le Saint-Laurent tout autour de nous. Donc, pour permettre aux gens de bien voir le Saint-Laurent et pas juste la surface de l'eau, on a décidé de permettre aux gens de voir ce qui se trouve sous la surface de l'eau et d'un point de vue scientifique. Pour arriver aussi à notre mission de faire découvrir le Saint-Laurent aux gens, on a un bateau. C'est un bateau où on amène les gens à la levée des casiers. Donc, les gens peuvent voir comment on fait la pêche en Gaspésie. Et puis, avec les guides biologistes qui sont à bord, on fait l'interprétation de ce qu'on va trouver dans les casiers de pêche. Et puis après ça, on fait la remise à l'eau des espèces. Donc, ici, on a un mâle comme tantôt. Ici, j'ai une femelle. Pour voir la différence, il faut regarder sur le ventre. Donc, l'abdomen qui est comme la queue repliée sur le ventre, chez un mâle, c'est toujours très étroit et pointu. On dit que c'est un peu comme une cravate. Tandis que la femelle, l'abdomen est beaucoup plus arrondi, plus large aussi, on dit un peu comme un tablier. Donc, c'est comme ça qu'on distingue le mâle de la femelle chez le crabe commun. Sainte-Anne-des-Monts est en effet une ville maritime. Chaque année, après l'hiver, des dizaines et des dizaines de billes de bois échouent sur les rives du fleuve Saint-Laurent. C'est à Exploramé que l'idée de créer un festival de sculptures en bois flotté a été lancée. Les visiteurs auront la possibilité d'admirer les différentes formes réalisées par des sculpteurs de partout au Canada et à l'étranger. Environ 20 km au sud de Cap-Chat commence le parc national de la Gaspésie.
s'étendant sur une vaste superficie de plus de 800 km². Le Parc national de la Gaspésie est un sanctuaire où la terre parle la langue de la glace et de la pierre millénaire. Ici, les montagnes Chic-Choc, qui font partie des anciennes Appalaches, abritent certains des plus hauts sommets du sud du Québec. La rivière Sainte-Anne qui traverse le parc, ainsi qu'un grand nombre de ruisseaux, sont tous bien pourvus en saumon, truite et autres variétés de poissons. Cette région montagneuse préserve de magnifiques vieilles forêts abritant une grande variété d'animaux, et comme le paysage environnant est très boisé, il est également possible de pratiquer la chasse. Dominant les sommets des montagnes, se trouve une toundra alpine, qui sert de foyer et de protecteur aux caribous des bois, en voie de disparition. Niché dans le parc de la Gaspésie, se trouve un autre trésor de la péninsule de la Gaspésie, la mine d'agate du Mont-Lyal. Dans cette mine à ciel ouvert, les visiteurs peuvent ramasser des géodes contenant des pierres semi-précieuses, telles que des agates, de l'améthyste, du quartz, de la cornaline ou du jaspe. Munis de quelques outils et d'une bonne paire de chaussures, les passionnés peuvent passer toute une journée à prospecter. Le plaisir dans l'activité, c'est de découvrir nos trésors. Parce qu'ici, c'est plaisant. Les deux sites que je vais aller vous montrer maintenant regorgent de ces pierres-là. C'est des géodes vraiment intéressantes. C'est jamais deux fois la même chose. Alors, montons en haut tout de suite. Je vais aller vous montrer où sont ces pierres. C'est le plaisir, c'est avant même d'être arrivé dans les sites. Toutes les personnes, en arrivant, ont droit à un cours de formation qui nous permettent d'apprendre toutes les différentes caractéristiques pour détecter les plus belles pierres dans la mine. Et en plus, vu que le site est très riche, c'est impossible de sortir les mains vides. À la fin, il y a un tailleur de pierre qui est un expert. Alors, il est là pour choisir vos pierres. Il va toutes les déterminer, ceux qui ont le plus de potentiel, puis chaque coupe de pierre ici est garantie. Donc, s'il y a des pierres qui n'ont pas de pierres semi-précieuses à l'intérieur, on les remplace tout simplement par d'autres. Ici, ce n'est pas les pierres qui manquent au Mont-Lyal. Poursuivant leur route entre mer et montagne, le long de la route 132, à seulement 25 km à l'est de Sainte-Anne-des-Monts, les voyageurs rencontrent le magnifique phare rouge de la Martre. Offrant une vue imprenable depuis son sommet, ce célèbre phare de la côte gaspésienne se dresse fièrement sur un promontoire naturel. Et pour parfaire la beauté du lieu, près du phare se trouve l'église locale, Sainte-Martre, la seule de Gaspé à être recouverte de bardeaux de cèdre. Les 4 gardiens du phare ont passé ensemble près de 100 ans ici. Ils avaient le privilège de vivre au cœur du village, en raison de l'emplacement du phare. D'où son surnom, la Cadillac des phares, car les gardiens n'avaient jamais à faire face à la solitude qui caractérise généralement leur profession. Le phare de la Martre est le seul de la province à utiliser encore le système mécanique d'entraînement par poids d'origine, similaire à celui des anciennes horloges, pour faire tourner son module d'éclairage. Alors ici, ce qu'on a, c'est le module d'éclairage. Seulement que la partie qui est peinturée en rouge pèse 2 tonnes. Le fonctionnement de ça, c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a aucun roulement à billes à l'intérieur. À l'époque, ce n'était pas utilisé, ce n'était pas assez développé du point de vue mécanique. Ce système-là flotte sur un bain de mercure. Autrement dit, le fond du bassin est rempli de mercure, tout près de 10 litres. C'est appuyé,
Puis c'est ça qui crée l'espace. Le mercure est suffisamment dense pour supporter le poids de l'ensemble au total. Son objectif Fresnel, chef-d'œuvre de l'ingénierie des phares, a projeté sa lumière sur 30 milles nautiques dans le Golfe depuis plus d'un siècle, guidant en toute sécurité les navires vers le port. Chaque phare a son propre code d'allumage. Ici, c'est 4 flashs et une pause à l'intérieur de 30 secondes. On voit très bien les 4 sections qui créent les flashs. Donc, les sections rondes qui vont amplifier la force de la lumière. Ici, on retrouve la section qui fait une pause, donc où est-ce que la lumière ne peut pas passer. Chaque phare, c'est très différent de l'autre. Donc, le module en tant que tel est différent aussi. Par exemple, à Madeleine, c'est 3 flashs, le village voisin. Donc, pas directement à côté de nous, mais c'est le prochain phare. Donc, on avait plusieurs variables qu'on pouvait jouer pour modifier le code et pour donner un code propre à chaque site. Le phare de la Martre est un magnifique exemple de notre histoire maritime. Avec sa signature, sa coiffe rouge, il n'est pas seulement un repère nautique fonctionnel, mais aussi une merveille architecturale. Dans le silence de la nuit gaspésienne, le phare continue d'envoyer son signal. Une impulsion, un battement de cœur. La lumière de la Martre, qu'elle brille longtemps. Dans toute la région de la Gaspésie, les faits et événements historiques canadiens sont omniprésents. Le phare de Pointe-à-la-Renommée est l'un de ces endroits. La beauté naturelle qui entoure Pointe-à-la-Renommée est un spectacle à couper le souffle. Les falaises escarpées, les eaux cristallines et le paysage serein offrent un cadre enchanteur pour le phare et ses visiteurs. Pointe-à-la-Renommée, souvent appelé Cap Réputation, est un nom intimement lié à l'histoire maritime. Le nom de Pointe-à-la-Renommée vient d'un bateau qui s'était échoué à l'île d'Anticosti, puis il y avait des naufragés à Pointe-à-la-Renommée. C'était dans les années 1600 à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on avait appelé ça Pointe-à-la-Renommée. Le bateau s'appelait le Renommée. Mais quand les gens sont arrivés ici, en 1880, ils ont rebaptisé le coin en disant Fame Point. Donc, à ce moment-là, les gens sont morts de faim ici. Mais nous, en 92, on lui a redonné son nom d'origine, Pointe-à-la-Renommée. Grâce à son énorme lentille, la plus grande sur le fleuve Saint-Laurent, le phare était l'un des plus puissants de son époque. Son prisme mesure 3 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Mais si on parle du prisme, c'est du verre de Saint-Gobain. Ça vient de France. C'est la compagnie Bénard Barbier de Turenne de Paris qui est venue l'installer. Dans certains phares, c'est la lumière qui tourne à l'intérieur, mais comme un gyrophare. Mais nous, c'est tout ça qui tournait. C'est pour ça que la simple petite flamme haute comme ça, avec le prisme, ça donnait 500 000 bougies allumées. Donc, c'était vu de l'île d'Anticosti à 50 000 marins plus loin. Au-delà de son rôle maritime, Pointe-à-la-Renommée occupe une place unique dans l'histoire des communications. C'est ici que Guglielmo Marconi a réalisé sa transmission sans fil transatlantique révolutionnaire, changeant à jamais la façon dont le monde se connecte. Pointe-à-la-Renommée abrite un musée dédié à Guglielmo Marconi. Il a été déclaré lieu historique national pour la création du service de télégraphe maritime canadien. À 50 km de Pointe-à-la-Renommée, se trouve le village de Cap-des-Rosiers, une sentinelle de l'histoire maritime et un bastion de la culture traditionnelle québécoise. Habité depuis le 17e siècle par des pêcheurs, Cap-des-Rosiers est devenu un point stratégique pour les navires marchands entrant dans le fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, le tourisme et la pêche sont des éléments majeurs de l'économie.
Les pêcheurs du village proposent des excursions de pêche ainsi que des croisières dans le golfe. À Cap-des-Rosiers se trouve le phare le plus haut du Canada. Cette fabuleuse structure mesure plus de 37 mètres. Mais la mesure de son patrimoine réside dans son emplacement à l'extrémité de la péninsule de la Gaspésie et dans son architecture. En raison des nombreux naufrages survenus par le passé, près de Cap-des-Rosiers, le gouvernement canadien a fait construire un phare très puissant au sommet du cap. Et lorsque de lourdes brumes recouvrent la mer et rendent même le phare pratiquement invisible, les marins sont avertis au moyen de canons. Le phare de Cap-des-Rosiers a été allumé en 1858. En 1974, le phare a été déclaré lieu historique national et en 1994, la tour elle-même a été désignée comme un édifice fédéral du patrimoine. Dans les environs et du Cap-des-Rosiers commence le monde époustouflant du Parc national de Forillon. Un endroit où des falaises escarpées, des forêts vierges et le golfe du Saint-Laurent omniprésent convergent pour créer un chef-d'œuvre naturel. Ici, la chaîne de montagnes des Appalaches atteint son apothéose, créant un refuge pour une variété de faune sauvage. Des hauteurs de ces falaises aux profondeurs de ces eaux, la vie prospère. C'est un sanctuaire où les animaux sauvages errent librement et où l'air est vivant du cœur de la nature. Un lieu de convergence pour les créatures de la forêt et les habitants des profondeurs. Pour les randonneurs et les amoureux de la nature, il y a près de 72 km de sentiers qui traversent pas moins de 10 écosystèmes distincts, chacun avec une multitude de plantes et d'animaux divers. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de sortir sur l'eau, ou peut-être préférez-vous simplement vous détendre dans les eaux chaudes et peu profondes de la plage de Penouille. Même les amateurs d'histoire ont leur place à la table de Forillon avec un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale. Le fort de la Pointe est la seule batterie côtière de la Seconde Guerre mondiale qui a été entièrement préservée et qui est ouverte au public au Québec. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des sous-marins allemands, U-Boot, sont entrés dans le golfe et la rivière Saint-Laurent. Ils ont coulé 23 navires alliés. Les stratèges de la marine canadienne ont choisi de localiser une base navale dans la baie de Gaspé. Les eaux profondes de la baie étaient faciles à défendre, étant abritées par le relief côtier environnant. Le fort de la Pointe, l'une des principales stations militaires du Canada, faisait partie du HMCS Fort Ramsay, composé de la base navale proprement dite, d'une flotte de 19 navires de guerre, de 3 batteries côtières et d'un immense filet anti-sous-marin qui fermait la baie de Gaspé à toute incursion des sous-marins allemands. Avec une population de plus de 15 000 habitants et une histoire qui remonte au début de la colonisation européenne, dans ce qui est aujourd'hui le Canada, Gaspé est la plus grande ville capitale de la région qui porte son nom. Cependant, elle reste peu connue même des Canadiens. En effet, cette ville revendique le titre de « berceau de la Nouvelle-France ». Il y a près de 600 ans, le 16 juillet 1534, le célèbre explorateur Jacques Cartier prit refuge d'une violente tempête dans la baie de Gaspé et débarqua brièvement quelque part à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville. En présence de plusieurs Amérindiens, venus assister à l'arrivée des hommes blancs, il érigea une grande croix en bois et prit possession de la terre au nom du roi de France. À
Alors ici, on est sur le site extérieur du Musée de la Gaspésie où se trouve le monument à Jacques Cartier, monument qui a été inauguré en 1982 pour commémorer l'événement qui s'est passé ici à Gaspé, soit la prise de possession du territoire au nom du roi de France. Mais comme on le sait, le territoire était déjà habité par des peuples autochtones. Il y avait entre autres les Micmacs qui occupaient la Gaspésie, mais il y avait aussi plusieurs nations qui fréquentaient le territoire de façon saisonnière, comme les Iroquois du Saint-Laurent. D'ailleurs, le monument, ce sont 6 stèles créées par la famille Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, donc les sculpteurs. Ces 6 stèles-là racontent l'histoire de l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé. On a ici une scène d'échange entre les Autochtones et puis Jacques Cartier. Ici, on a l'érection de la croix, donc le geste officiel commis par Jacques Cartier pour prendre possession du territoire, avec d'ailleurs la représentation des Iroquois qui sont plutôt incertains. Et puis une autre stèle là-bas sur laquelle, là, on voit carrément le chef d'Anacona qui va aller dire « Bien, ce territoire-là ne t'appartient pas, il appartient plutôt à mes ancêtres ». Alors Jacques Cartier, c'est bien sûr un personnage marquant pour l'histoire de Gaspé, de la Gaspésie, du Québec et voire même du Canada. On lui fait une place quand même importante au sein du musée dans notre exposition permanente. C'est le premier à documenter ce qu'il voit ici dans la région. Les premiers contacts avec les Autochtones, c'est un des premiers à nous rapporter comment les Premières Nations vivaient à l'époque. Un élément important dans la diffusion des connaissances sur l'histoire et le patrimoine unique de la péninsule de la Gaspésie est la mission du Musée régional de Gaspé, qui couvre une large gamme d'aspects incluant l'histoire riche, la culture charmante et la scène artistique surprenamment dynamique de la région. En suivant la route 132, en direction de la baie des Chaleurs, on découvre un paysage riche en décors côtiers, nettement différent des falaises escarpées du côté nord de la péninsule de la Gaspésie. En serpentant à travers des villages de pêche pittoresques et en longeant des plages immaculées, la route monte et descend abruptement, s'éloignant momentanément de l'étreinte de l'océan pour celle de la forêt, pour révéler un autre prodige de la péninsule. Le majestueux rocher percé. Formation rocheuse en forme d'arche au large, de laquelle la ville tire son nom. Cette merveille naturelle, emblème du Québec, charme et attire chaque année des milliers de visiteurs. Estimé à plus de 375 millions d'années, le rocher s'étend sur 90 mètres de largeur, 433 mètres de longueur et s'élève à 88 mètres au-dessus de l'eau, à son point le plus haut. Il perd 2 à 300 tonnes de roches par année. Le dégel, l'érosion. Sur le dessus, il y a beaucoup de crevasses. Souvent, la pluie reste dedans, puis quand ça gèle l'hiver, il va exploser. C'est pour ça qu'il perd de 2 à 300 tonnes de roches. Il y a déjà eu un 3e trou à l'obélisque. On voit la petite pointe dans l'eau. C'était relié au rocher. Ça a tombé en 1951. Ils disent qu'il est encore là pour 15 à 20 000 ans. Nous, on ne le verra pas tomber, mais... Le village, qui partage le même nom que la roche, offre un panorama de pentes verdoyantes dans toutes les directions, contrastant avec le rouge doux des falaises. L'héritage des bâtiments à percer est imprégné de l'histoire de la région, étroitement liée à la pêche. Certaines des belles maisons ancestrales ont été préservées et restaurées en attractions touristiques et en centres culturels. L'ancienne usine, autrefois une usine de transformation du poisson, a été restaurée et transformée en centre culturel et touristique. Percé
tire pleinement parti de son emplacement pittoresque en bord de mer, avec une foule d'activités aquatiques qui attendent les visiteurs pendant les mois d'été animés. L'estuaire du Saint-Laurent et ses environs deviennent un véritable havre pour les baleines durant les mois chauds de l'été. À Percé, il y a 2 excursions d'observation des baleines qui vous offrent la chance de voir une variété d'espèces, y compris la baleine à bosse, la baleine bleue, en voie de disparition, ainsi que des dauphins à flanc blanc et des phoques communs. Les baleines vont revenir ici presque à tous les ans. On le voit souvent les mêmes à tous les ans. Parce que si c'est une femelle, elle va partir pour au moins 1 an, parce que ça prend 10 à 12 mois la gestation. Elle revient l'année d'après, comme cette année, on avait un roc à la bosse avec le petit. Normalement, on garde le petit de 7 à 8 mois avec elle pour le laisser aller tout seul. À la meilleure saison pour voir les baleines, ça se fait, je vous dirais, du mois de mai au mois de la mi-octobre. Mais maintenant, l'eau, j'ai le plus depuis 1994, fait que la baleine, on en a à l'année. Mais c'est surtout les mâles qui vont tirer à l'année, même l'hiver. On les identifie avec le derrière de la queue, c'est les empreintes digitales. Il y en a qui ont des taches noires, il y en a qui c'est tout blanc, il y en a qui ont des... il y en a une qu'on appelle les proconnes, qui a comme un point d'interrogation noir, mais la queue est toute blanche. Il y en a une que la queue est toute blanche, elle, on l'appelle splish, et ça fait au-dessus de 25 ans qu'elle vient ici, elle est énorme. Elle est au-dessus de 30 tonnes, celle-là. L'expérience à vol au plein air transcende les limites conventionnelles des visites guidées en kayak de mer, se présentant comme une aventure collective pour les passionnés de grands espaces et, sans aucun doute, une quête de pur plaisir. Nous, on fait souvent du kayak de mer pour aller voir le magnifique rocher. C'est des sorties guidées qui sont adaptées vraiment à tout. Des jeunes enfants de 4-5 ans jusqu'à des adultes de 90 ans. Donc, il y a vraiment des activités adaptées pour tout le monde. Pas nécessairement besoin d'avoir des gros bras, parce qu'en kayak, c'est pas avec les bras qu'on travaille, c'est avec le ventre. C'est des belles balades qu'on vient faire, puis avec le guide, donc il n'y a aucun problème. On vous encadre, on vous conte des histoires sur la faune, la flore, l'histoire de la place aussi, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées ici, à Percé. Des gens qui ont peur de l'eau, des fois, qui viennent vivre une expérience, pas nécessairement drôle, mais assez impressionnante. Le fait d'avoir une baleine qui sort à côté du kayak, c'est impressionnant. On est au niveau de l'eau. Quand on parle de l'histoire, le kayak à la base, c'était une embarcation de chasse. Donc, ils chassaient la baleine avec ça, puis nous autres, on fait le contraire. On observe la baleine. À seulement 3 km du Rocher Percé, se trouve un autre joyau de la Gaspésie, l'île Bonaventure. Le plus grand refuge d'oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. Après une courte traversée en bateau, vous débarquerez à l'Anse à Butler, sur le côté ouest de l'île, et vous verrez devant vous un groupe de maisons en bois, de voûtes ancestrales. Avant d'être un havre naturel protégé, l'île Bonaventure était le site d'une petite mais prospère communauté de pêcheurs, jusqu'au déclin de l'activité de pêche, au début du 20e siècle. Bienvenue au Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé. Vous savez, ce parc-là exploite plusieurs thématiques importantes. Un petit territoire sur lequel on peut avoir du plaisir à parler de géologie, d'histoire, d'ornithologie. Quand on parle du parc, on parle entre autres d'un des plus gros refuges d'oiseaux migrateurs. Rocher Percé, île Bonaventure font partie de cette entité qui est le refuge d'oiseaux migrateurs. C'est un des plus gros refuges d'oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. Quels oiseaux marins allons-nous y retrouver? On retrouve les fous de bassin, cette colonie impressionnante. On est à peu près 110 000 fous de bassin. Ça en fait la deuxième plus grosse colonie de fous de bassin au monde. L'intérêt de venir dans ce parc-là, c'est l'accessibilité. Vous faites le tour de l'île en bateau, vous voyez 30 % de la colonie qui est dans les falaises. Vous débarquez dans le parc, vous faites 3 km pour le sentier le plus court. Et là, vous allez arriver et c'est un tapis de fous de bassin qui est à vos pieds. Ça, cette accessibilité-là, nulle part ailleurs au monde, on peut l'observer. Mais pourquoi on retrouve autant d'oiseaux marins, autant sur le rocher que sur l'île Bonaventure? Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Un, c'est des milieux isolés, donc il y a moins de risques d'avoir des prédateurs. Deux, les fous de bassin adorent les hautes falaises. Derrière l'île, c'est 90 mètres. Les fous de bassin, là, c'est comme un planeur.
Donc, il va se lancer dans le courant d'air. Le fait aussi que, vous savez, là, cette masse d'eau autour de nous, c'est un garde-manger pour les oiseaux. Les fous de bassin, c'est assez impressionnant. Ils vont très bien voir leur proie d'une hauteur d'une trentaine de mètres. Ils vont faire un beau piqué à 100 km/h, rentrer dans 10 à 12 mètres d'eau et attraper leurs poissons. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'oiseaux marins qui s'installent et en plus, la niche écologique. La géologie, c'est là qu'elle devient excessivement importante. Ça prend une place pour nicher. Les fous de bassin adorent les grandes tablettes. Les guillemots, marmettes, les petits pingouins adorent les grandes infractuosités dans la roche. Les mouettes tridactyles, les petites corniches sur le bord de la falaise. Tous les habitats sont là propices et fait en sorte qu'on a ce refuge d'oiseaux migrateurs ici dans le parc. La riche vie sous-marine peut être explorée de première main lors d'expéditions de plongée inoubliables dans les eaux autour de l'île Bonaventure. Que vous soyez expert ou débutant, les plongeurs de tout niveau de compétences peuvent profiter de l'un des fonds marins les plus spectaculaires du Québec. Bienvenue à l'île Bonaventure ici. Aujourd'hui, on se fait une très belle plongée dérivante parce qu'on a un bon courant. Donc tantôt, on va aller chercher les gens en bateau qui vont se retrouver un petit peu plus loin. On a vraiment des plongées qui sont faciles à faire, mais qui sont vraiment riches en couleurs, en espèces. Donc on a des belles grottes, on peut aller se promener à l'intérieur. Des milliers de personnes qui viennent à toutes les années pour pouvoir visiter le dessus de l'île. Nous, on est chanceux, on peut aller en dessous de l'île, vraiment voir le côté caché de l'île Bonaventure, qui, à mon avis, est du côté beaucoup plus intéressant. La semaine dernière, on avait un gros phoque gris qui est venu jouer avec nous, qui était quand même très insistant. Des fois, les phoques sont toujours un peu plus réticents. Faut pas les regarder dans les yeux, choses comme ça. J'ai même eu la chance de lui donner un gros bec mouillé sur le museau. Il vient nous donner la patte, présence comme un gros chien, avec des mâchoires d'ours, mais quand même, c'est beaucoup moins dangereux. Ils viennent le mordre, ils viennent juste goûter, parce qu'eux, là, c'est comme, ils n'ont pas de main. C'est vraiment l'attraction ici là, la plus intéressante là, à percer. En serpentant le long de la route 132, bercé par les rivages envoûtants de la baie des Chaleurs, le regard peut s'évader vers la mer, nichée au pied de falaises majestueuses. Ceux qui viennent ici emportent avec eux l'écho d'un endroit où le rythme de la mer imprègne chaque instant. À 136 km à l'ouest de Percé se trouve Bonaventure, une charmante ville abritant 2800 âmes. Fondée au 18e siècle, Bonaventure est un témoignage de l'esprit indéfectible du peuple acadien. Dès ses premiers jours, en tant que communauté de pêcheurs et d'agriculteurs, cette ville a été un berceau de culture et de résilience. Bien que cette activité ancestrale ait fortement diminué au début du 20e siècle, la pêche reste l'une des principales sources de revenus pour les habitants de Bonaventure. Pour ceux qui sont assez curieux et aventureux pour tenter de percer les secrets de cette activité difficile, mais fascinante, il existe la possibilité de se lancer dans une véritable expédition de pêche. Et pas seulement en tant que simple observateur, mais en tant que membre actif de l'équipage de l'Omiru. Les touristes ils ont l'occasion d'embarquer avec nous le matin à 4h moins quart. Dans le fond, ils participent à l'activité. Ils pratiquent les mêmes manœuvres que les matelots. Moi, je conseille à tout le monde de venir nous pêcher avec nous autres parce que c'est un beau métier. C'est une chance d'avoir aussi avoir l'occasion d'embarquer sur le bateau de pêche parce qu'on est les seuls qui font ça sur le côté de la Gaspésie, la baie des Chaleurs. Là, ils sont tous beaux. Là, tu montes le plus vite possible. Là, tac, tu mets. C'est parti. Se lancer dans des aventures de pêche récréative au maquereau s'avère être une expérience indélébile, car le maquereau est réputé pour sa nature combative. Oui, 3. J'en ai perdu un autre. J'en avais 4. J'en avais un autre sur cette mission-là ici.
C'est un poisson très très vorace, comme là, tu vois. Il vient mordre juste sur un croc, comme ça. C'est même pas un appât. Il vient mordre tout simplement sur les couleurs. Il aime bien le rouge, le bleu, le vert. Le maquereau adore ça. La plupart du monde qui vient en bateau, ils ont bien du fun, puis ils rient, puis ils sont de bonne humeur parce que, tu sais, on fait une belle activité, on sort en mer, puis il fait beau, puis la plupart du temps, comment dire, le capitaine est de bonne humeur, puis moi aussi. Fait qu'on amène de l'énergie sur le bateau, puis moi, je décroche les poissons, donc les personnes n'ont même pas besoin de se salir les mains. Bonaventure, une ville connue pour sa gamme diversifiée d'activités touristiques, abrite le bioparc de la Gaspésie. Une destination de choix pour ceux qui cherchent à explorer la diversité du faune de la région. Le parc n'est pas juste une simple exposition d'animaux, mais aussi un centre d'interprétation. Donc, le Bioparc de la Gaspésie est une belle façon pour les visiteurs de venir à la rencontre de différents animaux qu'on retrouve ici en Gaspésie. Bien sûr, ce sont tous des animaux ou presque qui sont nés en captivité, sauf quelques-uns qu'on a rescapés de la nature, orphelins par exemple, ou blessés, et qu'on a ici de façon à les garder là, bien en santé. Donc, c'est tous des animaux que les gens n'ont pas nécessairement la chance de voir en nature. Très intéressant ici puisqu'on peut tous les voir de très près. On peut même assister à différentes activités ou on peut même en toucher. Donc ici, nous avons différents amphibiens reptiles, dont Willy, notre couleuvre, qui est très sage et qui aime vraiment se faire prendre. On peut expliquer la différence entre les amphibiens et les reptiles et faire bien sûr toucher aux jeunes enfants les différents organismes. Ça, les enfants ils aiment bien ça quand ils peuvent toucher. Et même les adultes, quoique beaucoup d'adultes ont peur de notre petite couleuvre ici. La région de la baie des Chaleurs a été bénie d'une nature généreuse et authentique. Son paysage riche étant alimenté par ses rivières, tout aussi pittoresques. Les rivières Matapédia, Restigouche et Patapédia traversent tout le magnifique territoire de la péninsule de la Gaspésie. La rivière Matapédia a creusé une vallée profonde dans les montagnes des Appalaches, tout en formant une frontière naturelle entre les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L'économie de la région est principalement façonnée par ses caractéristiques géographiques, englobant des secteurs comme l'industrie forestière, agriculture, pêche au saumon, la chasse et le tourisme. Fondée en 1997, Nature Aventure propose une gamme complète d'expériences en plein air. Des descentes en canoë et en kayak, des excursions en camping-canoë, des randonnées guidées et du stand paddle. Cette gamme d'activités comprend leur activité phare. Une opportunité exclusive et remarquable de nager aux côtés du saumon atlantique. Une espèce vénérée comme le roi des rivières. Présentement, on est sur le bord de la rivière Assaméquagane. C'est une rivière qui jette dans la rivière Matapédia, qui va finalement tomber dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. On est ici parce que présentement, on s'en va faire un forfait de plongée en apnée avec l'observation du saumon de l'Atlantique. Le forfait de plongée en apnée est accessible à tout le monde. J'ai des jeunes qui sont venus faire notre forfait, il y avait 9 ans, puis j'ai des plus âgés aussi. Des gens qui n'avaient même jamais nagé, fait qu'on a toutes des vestes de flottaison. On a des guides formés avec des formations de sauvetage en eau vive, de premiers soins, de canot, de kayak. C'est accessible vraiment à tout le monde. Il y a des sections où il y a des fosses qui est très sauvage, où on va plonger sous l'eau avec des masques et des tubas. Puis on va chercher pour du saumon. Des fois, on va voir de la truite, on va voir des arthropodes, des insectes dans la rivière. Il y a des fosses, c'est plus calme que d'autres. Il y a des endroits où il y a plus de rapides pour ceux qui veulent avoir plus d'adrénaline. On peut sauter en bas des roches, s'amuser dans les rapides. Il y a des petites chutes aussi qu'on va aller voir. Oui, c'est beau aller dans le sud. J'aime ça aller dans le sud, voir qu'est-ce qu'il y a, plein de poissons, différentes affaires. Mais dans nos rivières au Québec, ici, on a de quoi d'extraordinaire. Puis la plupart des gens, ils ont fait le canot, ils voient le haut de la rivière, mais dans la rivière, c'est tout un autre monde. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous clôturons notre expédition,
elle n'a été rien de moins qu'une symphonie visuelle peignant des paysages, d'émerveillement et des récits de résilience. Des franges côtières au sommet majestueux. Ce voyage a dévoilé la tapisserie d'une région qui palpite au rythme de la nature et du battement de cœur de ses communautés. À travers l'objectif de notre exploration, nous avons été témoins du subtil équilibre entre tradition et progrès, alors que les Gaspésiens embrassent la modernité sans renoncer aux traditions intemporelles qui forgent leur identité.